du plan Vigipirate renforcé. Pour la sécurité de tous, les bagages peuvent être contrôlés. Merci de nous signaler tout objet abandonné. N'hésitez pas à nous prévenir. Soyons attentifs ensemble. Pour la première fois dans l'histoire, l'État national européen, vers la fin du XIXe siècle, s'est trouvé dans la situation d'assurer en vraie grandeur la sécurité des personnes et de leurs biens. Il prétendait le faire depuis des siècles, mais c'était une blague. Il ne le faisait que symboliquement. Ce qu'il faisait, c'était les petites communautés locales. Mais à partir du moment où ces communautés ont perdu de leur force, et où d'ailleurs les campagnes se sont vidées, et où on est passé à un mode de vie urbain, reposant sur l'anonymat beaucoup plus que sur l'interconnaissance, à partir de ce moment-là, le relais de la sécurité était passé à l'État. Il invente pour ça une administration nouvelle, la police, dont le rôle n'est pas du tout de courir après les délinquants, mais de patrouiller l'espace public. Pour assurer que cet espace public est vraiment public, c'est-à-dire que tout le monde peut l'emprunter, mais que personne ne peut se l'approprier. L'étatisation de la police se réalise en même temps que l'avènement de l'État-providence. Celui-ci mutualise les grands risques et devient le garant de la sécurité. Au début du XXe siècle, les cibles de la répression sont déjà les quartiers populaires et leurs habitants. Si les Apaches matérialisent cette délinquance de rue, la police doit faire face à l'agitation politique. Les anarchistes sont poursuivis et exécutés, et, de manière plus générale, tous les 1er mai finissent dans un bain de sang. C'est à Vichy, en 1941, à la demande de l'occupant allemand, que l'étatisation de la police se poursuit. Elle devient alors un véritable outil de collaboration. La prospérité des années d'après-guerre ne sera troublée que par le désordre, déjà très médiatique, des blousons noirs. Mais très vite, ce sont les militants indépendantistes qui deviennent le principal problème des autorités en matière de sécurité. Il y a toujours eu en France des forces de l'ordre assez rugueuses, mais on a vraiment lâché la bride à partir de la guerre d'Algérie et singulièrement à Paris à partir de 1957, dans le même temps que s'est déroulée la bataille d'Alger. Il y a eu à Paris une sorte de guerre de la police contre les Algériens. Et les mauvaises manières prises à cette époque dans la police parisienne et par les conscrits d'Algérie, par ceux des conscrits d'Algérie, qui sont entrés dans la police en revenant en métropole à partir de 1960-61, qui a donné cette mauvaise habitude qui est devenue une sorte de loi non inscrite, que la police de ce pays, singulièrement dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Lille, était en guerre permanente contre les Algériens, faute de ne plus être en guerre avec l'Algérie. À Paris, cette guerre contre les Algériens monte d'un cran. Maurice Papon, le préfet de police, instaure un couvre-feu pour les Nord-Africains. Le FLN réagit en appelant à manifester pacifiquement le 17 octobre 1961. Les forces de l'ordre, couvertes par leur hiérarchie, se défoulent et tuent plus de 200 personnes. Les années 60 sont marquées par l'émergence de la classe moyenne et d'un mode de vie plus urbain, plus individualiste, où le citoyen devient un consommateur. La délinquance contre les biens, les vols et les cambriolages, explose au moment où la reconstruction est terminée après la Seconde Guerre mondiale et où on entre dans la société de consommation de masse, c'est-à-dire le tout début des années 60. Tant que le marché du travail était porteur et qu'il avalait tout le monde, on voyait bien qu'il y avait une fraction de la jeunesse prolétaire qui prenait des raccourcis pour accéder à la consommation de masse. Mais à vrai dire, on ne s'en inquiétait pas beaucoup parce qu'on connaissait le remède. Il suffisait de les ramener vers le marché du travail et à ce moment-là, ils avaient un contrat à durée indéterminée, un statut, ils pouvaient louer un appartement, acheter une voiture à tempérament, se marier et tout, c'était fini. Autrement dit, c'était un problème temporaire de socialisation d'une fraction de la jeunesse. Ce n'était pas très affolant.
À partir du milieu des années 70, changement radical, les non spécialisés ont de plus en plus de mal à entrer dans le marché du travail, en tout cas dans ce qu'on appelle le premier marché du travail, c'est-à-dire celui à statut. Ils ont accès au mieux au deuxième marché du travail, au marché du travail précaire, dont les vertus socialisantes ne sont pas évidentes. On galère de petit boulot en petit boulot, etc. Ça devient beaucoup plus angoissant parce que on ne voit plus bien quel est le remède. Il s'agit là de persuader des gens qui ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont hors jeu, qu'il faut quand même qu'ils respectent les règles du jeu. C'est une démonstration qui demande beaucoup de persuasion. Après avoir vacillé au moment de la révolte de 1968, le pouvoir est obsédé par les risques de subversion politique. Mais, face à la montée du chômage et de la crise, l'État français stigmatise aussi ses étrangers. Les opérations coup de poing se multiplient. Les préoccupations nationales vont néanmoins évoluer. Le but est moins de protéger le pouvoir en place que d'assumer la sécurité des citoyens. Les problèmes de délinquance, jusque-là gérés par la police et la justice, sont pris en main par les hommes politiques et émergent alors dans le débat public. Les hommes politiques, comment vont-ils prendre une part croissante dans ces questions-là? Ils vont s'y investir via une notion qui apparaît à cette époque, qui apparaît pour la première fois dans le rapport Peyrefitte en 1977, qui est la notion du sentiment d'insécurité. Alors le sentiment d'insécurité, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas vraiment, c'est quelque chose qui a à voir avec des peurs individuelles ou collectives. Je dirais toute tentative de le mesurer scientifiquement a été jusqu'à présent vouée à l'échec. Sauf que peur individuelle, peur collective, ça va toucher directement la question du politique. C'est-à-dire que des hommes politiques vont s'investir sur cette question-là. De quelle manière? En disant je vais recruter une police municipale. C'est le point de départ des grandes vagues de recrutement des polices municipales. Pensez que vous avez plus de 3000 communes en France qui ont des policiers municipaux aujourd'hui. C'est je vais changer l'éclairage public pour rassurer les gens, etc. Si bien qu'on assiste, si vous voulez, au tournant des années 80 à une transformation, je dirais, de ce dont on parle et de ce qui était jusqu'aux années 60, fin de ces années 70 de la délinquance, va devenir de l'insécurité. Comme si on pourrait faire une espèce de petite équation, insécurité égale délinquance plus sentiment d'insécurité. Crime plus peur du crime. Ce qu'on appelle couramment le sentiment d'insécurité est un monstre à deux faces. D'un côté, il y a la peur. La peur qui est au fond une anticipation du risque. Ça, c'est très lié au risque que l'on court ou à l'expérience que l'on a. Il y a une autre face du sentiment d'insécurité qu'on appelle généralement la préoccupation. Vous pouvez ne pas vous sentir menacé personnellement, mais considérer que la délinquance, la sécurité, est un problème social préoccupant. Et ce second aspect est assez insensible au risque personnel, à la situation personnelle. Par exemple, les gens qui effectivement ont été victimes ne sont globalement pas beaucoup plus préoccupés, dans l'enquête à laquelle vous faites allusion par exemple, que ceux qui ne l'ont pas été. C'est une structure d'attitude qui n'est pas tellement liée à l'expérience personnelle. Elle est liée à d'autres choses. Elle est liée à l'âge, à la rigidité des attitudes, à des positions politiques souvent à droite ou à l'extrême droite, et d'une façon très marquée à la pauvreté du bagage éducatif, culturel et professionnel. Les troubles aux Minguettes de l'été 81 rappellent au pouvoir public l'urgence de nouvelles actions. Les politiques de prévention de la délinquance expérimentées depuis les années 60 s'essoufflent face à un contexte de crise et de chômage. Les premiers dispositifs de la politique de la ville sont mis en place avec par exemple la création des zones d'éducation prioritaire, les ZEP, pour lutter contre l'échec scolaire. La politique de la ville reposait sur quelques idées assez simples. C'était finalement sur quelques piliers. C'était la question de la rénovation du bâti, c'était la question du développement social des quartiers, c'était la question de la prévention de la délinquance. C'était finalement l'idée, on était baigné de l'idée que s'il y avait des désordres dans les quartiers, s'il y avait de la délinquance, s'il y avait un certain nombre de problèmes, c'était lié, sans doute, à des facteurs multiples,
parmi lesquels la dégradation du bâti, parmi le fait que ces quartiers étaient en déshérence en termes de services publics, d'animation, etc. Et que finalement, il y avait un certain nombre de causes, on pourrait dire de causes sociales finalement à la délinquance, et que pour répondre à ces désordres et pour faire cesser ou disparaître ces désordres, il convenait de prendre en charge l'ensemble, je dirais, de ces éléments dans le même temps. Lors des campagnes électorales de 83 et 84, les thèmes de la sécurité et de l'immigration prennent une place importante dans le débat public. Ces élections sont marquées par les premières alliances droite-extrême droite et par la percée du FN. Chaque camp politique instrumentalise pour son propre compte la question de l'immigration, la gauche en soutenant les mouvements antiracistes, la droite en affirmant sa fermeté à travers les prémices du projet de loi Pasqua. Le discours politique fait émerger la notion d'intégration. Ce mot intégration, en fait, il nous semble particulièrement être un mot piège, un mot là, typiquement qui s'enracine dans une tradition coloniale, puisqu'on l'emploie généralement comme une espèce d'injonction à s'intégrer, qui c'est toujours à une certaine catégorie de population, la population immigrée ou leurs enfants, dont on soupçonne toujours qu'il y a un manque d'intégration. Avec plusieurs présupposés là-dessus. Le présupposé qu'on ne peut venir en France, on ne peut rester en France quand on vient d'un pays étranger que en s'assimilant entre guillemets, c'est-à-dire en abandonnant progressivement ces traditions culturelles spécifiques, etc. Donc c'est une vision assimilationniste qui est portée sur l'immigration et sur une conception de la nation qui devrait former un corps homogène avec des valeurs françaises, occidentales, qu'on pose généralement comme valeurs universelles. Et puis il y a autre chose aussi dans toute la question de l'intégration, c'est que ce mot, il tend aussi à occulter d'autres problèmes. On parle des problèmes de l'intégration avec tout le flou qu'il y a autour de ce mot. Quand on parle d'intégration, il y a un mot qu'on oublie systématiquement, c'est le mot discrimination. Au moment de convergence, il n'y avait pas de tuteur, quoi. Quand on a fait convergence, c'était nous qui étions en relation directe avec des associations dites de défense des immigrés. Mais le seul problème de convergence 84, c'est de ne pas avoir capitalisé un peu tout le long des passages, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 5 trajets. Tu avais un trajet qui partait de Marseille, un autre de Toulouse, tu avais un qui partait de Brest, un qui partait de Roubaix, un autre de Strasbourg. Et pendant plus d'un mois, on a sillonné je ne sais combien de villes. Tu vois, il y a des gens qui se sont constitués en association après Convergence 84, comme certains se sont constitués après la Marche pour l'égalité en association. Bon, après, tu as eu la tentative de récupération des SOS qui a lancé une initiative en 85, une marche, une énième marche. Bon, sans trop poser les problèmes de fond, quoi. C'était plutôt pour essayer de faire une boule de neige, et eux, comme ils ont la capacité et les moyens de pouvoir capitaliser les trucs, parce que bon, étant liés au PS, ils pouvaient avoir des structures dans les centres sociaux, dans les trucs. Bon, toi, t'arrives du jour au lendemain, tu montes une association, t'arrives pas à avoir des moyens, eux, ils arrivent du jour au lendemain, tout le monde est là, tout le monde est à la télé, partout, les artistes, tout le monde. Bon, si vous tombez sur des images d'archives à l'époque, vous allez flipper, quoi. Tout le monde parlait à coup d'SOS. SOS, c'était bon, un bain de jour. Il suffisait que tu portes une main pour, soi-disant, tu étais devenu un antiraciste. Alors qu'en vérité, bon, certains dans leur comportement, ils étaient tendancieux et toujours assez paternalistes et un regard, tu vois, néocolonial sur nous, quoi. La situation économique se dégrade, la sanction électorale tombe. La droite remporte les législatives de 1986, mais doit faire face dans la foulée à une vague d'attentats sanglants. Pasqua, le ministre de l'Intérieur, élargit alors les pouvoirs policiers et judiciaires. C'est aussi le moment où l'Europe instaure la libre circulation à l'intérieur de ses frontières communautaires à travers la signature de l'acte unique. Cette décision bouleverse les fonctions régaliennes de l'État. Souveraineté, contrôle des frontières, sécurité des citoyens. L'afflux des migrants, de réfugiés effraie les acteurs de la sécurité. L'accent sera donc mis dans l'avenir sur la lutte contre l'immigration clandestine, reliée en théorie aux problèmes de drogue et de criminalité. Après la chute du mur et la fin du bloc communiste, la menace extérieure disparaît. Il devient alors urgent de désigner un nouvel ennemi.
Mais je crois que les choses ont un petit peu changé de nature, un peu basculé au tournant des années 80-90. Pour moi, c'est un repère historique assez important. Il s'est passé toute une série d'événements qui ont eu un grand retentissement dans la société française et qui ont beaucoup radicalisé cette peur, associé l'islam à cette peur et diffuser cette peur, encore une fois, dans toute la société française, hein, loin du pôle idéologique xénophobe habituel. Alors ces événements, j'en retiens 3. 1989, c'est l'affaire du foulard islamique, qui a un grand retentissement, qui a fait complètement éclater les repères habituels. Hein. On voit bien par exemple comment la gauche politique, intellectuelle, le corps enseignant ont complètement clivé sur cette question-là. L'année suivante, 1990, c'est l'apparition de ce qu'on va pour la première fois appeler des émeutes urbaines. Jusque-là, on parlait de rodéo, etc. On va pour la première fois parler d'émeutes, et avec le mot va venir l'idée, la représentation, c'est-à-dire la peur du modèle américain, la peur de l'arrivée du système américain. Les ghettos, les gangs, la drogue, c'est toute cette représentation-là qui arrive derrière le mot émeute. Et 91, c'est la guerre du Golfe, dans le contexte de laquelle il faut se souvenir qu'ont circulé par exemple des rapports des renseignements généraux qui annonçaient qu'il y avait un risque de soulèvement de quartiers populaires peuplés majoritairement de populations arabes, parce que sur un mur on avait vu marqué « Vive Saddam Hussein », etc. Comme il y a 2 ans, on a vu d'ailleurs sur des murs marqués « Vive Ben Laden » ou choses comme ça. Et on voit bien comment ces 3 événements, vous voyez, l'affaire du foulard, les émeutes, le contexte guerre du Golfe, on voit bien comment ces 3 éléments cristallisent cette peur du jeune délinquant arabe musulman de banlieue, quoi. C'est vraiment ça je crois, se fixe beaucoup à ce moment-là dans la société française, et ça se diffuse un petit peu partout. Qui s'empare de cette peur? D'abord, les marchands de sécurité par souci de rentabilité. Ils interviennent en grande partie pour des missions du service public en présentant des bilans souvent catastrophiques. La délinquance augmente toujours de manière inéluctable. Ensuite, les syndicats de policiers, ce phénomène étant amplifié par leur concurrence depuis la fin du syndicat unifié des années 80. Et enfin, le monde politique, par souci électoraliste. On assiste à ce moment-là à la diffusion des idées du FN dans l'ensemble de la classe politique. Quand on parle de l'eupénisation des esprits, on a l'impression que ce serait une pensée qui viendrait de l'extérieur de la classe politique, qui viendrait du Front National et puis qui aurait été reprise pour une série de raisons, des raisons d'opportunisme politique, électoral ou autre, ou commercial pour les médias, enfin bref. C'est cette pensée raciste, ces schémas de pensée raciste, ils ont une longue histoire, qui est aussi une histoire de la gauche française, qui est l'histoire coloniale. Et c'est vrai que dans les discours sécuritaires, puis même dans les discours sur l'immigration en général, on retrouve une manière de parler de l'immigré ou du jeune de l'immigré qui ne date pas des années 80, on pourrait dire, mais qui s'origine dans une histoire très très longue. Après, on peut dire, s'il faudrait dater de manière plus récente, on peut dire que la montée en force de ces idées-là, elle date, je dirais, de la fin des années 80, début des années 90. Nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir de personne. La France n'est pas pour autant un quelconque Eldorado, ni je ne sais quelle nouvelle frontière pour tous les malheurs du monde. La France sait ce qu'elle est. C'est sans doute le pays le plus généreux qui soit. En prétendant construire une France forteresse pour assurer l'opinion et contenir l'extrême droite, les lois Pasqua de 93 durcissent encore les conditions de vie des étrangers. Les politiques européennes de sécurité ne vont cesser de s'inspirer de théories anglo-saxonnes. Aux États-Unis, par exemple, se met en place la doctrine visant à punir sévèrement les délinquants à la moindre infraction. Il s'agit de la politique de tolérance zéro. Le maire de New York, Rudolph Giuliani, fait de sa ville, à partir de 1994, une vitrine de cette doctrine en harcelant les plus précaires. On va revenir sur la question de la responsabilité individuelle du délinquant, ce qui est finalement rien d'autre que l'importation dans le champ d'analyse de la déviance des théories économiques libérales de l'homo economicus. C'est-à-dire que le délinquant est un acteur rationnel qui choisirait la délinquance en fonction d'un calcul coût-avantage. Donc là, vous voyez, vous avez véritablement un changement de perspective assez puissant
hein, qui va s'opérer particulièrement dans le champ politique, particulièrement dans les partis politiques de gauche, qui va être très largement repris, amplifié par les médias. On va dire, ben regardez, puisque finalement tous ces quartiers ont bénéficié de l'ensemble de ces dispositifs et qu'ils flambent quand même, c'est que ça ne marche pas et c'est donc qu'il faut faire autrement. Et faire autrement, si vous gardez en tête l'idée de la responsabilité individuelle du délinquant, c'est-à-dire ce calcul coût-avantage, ça va être l'idée qu'il faut donc augmenter le coût de la délinquance pour la faire disparaître. Ça s'est traduit d'abord par la création d'un grand nombre d'unités de police spécialisées pour intervenir dans ces quartiers, sur ce type de délinquance. C'est par exemple, les plus célèbres d'entre elles sont les BAC, les brigades anticriminalité, mais vous en avez une pléthore d'autres. Ça va être la création d'unités judiciaires spécialisées, les groupements locaux de traitement de la délinquance, les chambres de comparution immédiate, etc. Ça va être, y compris d'ailleurs dans d'autres institutions comme l'école, en région parisienne par exemple, ce qu'on appelle des zones violence. Les zones violence de l'éducation nationale, c'est quoi? Ce sont des zones dans lesquelles il y a des protocoles de signalement systématique de tout fait de violence scolaire au parquet et au commissariat. Présenté comme accélérateur du traitement judiciaire, les premières expériences de comparution immédiate sont menées à partir de 1995. L'investigation sur la personnalité y est évacuée. Leur conséquence est donc d'augmenter les incarcérations. De plus, elles engendrent un effet pervers, puisque demander un délai pour mieux se défendre, c'est s'exposer à la détention provisoire. Ce dispositif sera maintenu et étendu à maintes reprises. Le gouvernement Juppé va devoir gérer différentes crises en matière de sécurité. Le plan Vigipirate est réactivé suite à la vague d'attentats de Paris en 1995. Le mouvement des sans-papiers de l'église Saint-Bernard sera durement réprimé en 1996. Des élections législatives de 1997, la gauche sort triomphante. Le discours de politique générale de Lionel Jospin place alors la sécurité en seconde priorité après l'emploi. Il y a eu le colloque Villepinte, en octobre 1997, si j'ai bonne mémoire, un colloque qui dit deux choses. D'abord, la sécurité est une valeur primordiale pour la gauche. Bon. Deuxième point, la sécurité doit être désormais partagée entre tout un ensemble d'acteurs horizontaux, d'acteurs locaux, que sont les préfets, les maires, les associations, les services du procureur et du président du tribunal, le conseil général par le biais des éducateurs, etc. etc. Bon. L'un de ces dispositifs, c'est la police de proximité. L'autre dispositif, ce sont les contrats locaux de sécurité. Ça a très mal tourné, Villepinte, pour deux raisons. D'abord, ils ne se sont jamais assurés les moyens de suivre véritablement la mise en œuvre de cette politique. Ce qui fait que les contrats locaux de sécurité et les diagnostics locaux de sécurité ont été récupérés en quelque sorte par tout un ensemble d'agences commerciales qui ont dressé des diagnostics alarmistes et stéréotypés sur l'ensemble des villes, ont proposé des solutions vite fait bien fait bâclées, du type vidéosurveillance, etc., ont incité le maire à accroître une répression très ciblée sur des populations dont on pensait qu'elles constituaient des noyaux durs, etc. Bref. Deuxième raison pour laquelle ça a échoué, ce sont les résistances du corps policier à la mise en œuvre de la police de proximité. En réalité, la plupart de ceux qui s'engagent dans la police s'engagent dans la police avec l'idée d'aller réprimer les crimes, et pas avec l'idée, comme ils disent souvent, d'aller faire du social. Bon. Et la police de proximité, on imaginait souvent que ça consistait à aller inaugurer les chrysanthèmes et faire du social. Bon. En réalité, personne au sein de la police n'était formé pour véritablement mettre en œuvre une véritable police de proximité qui ait fonctionné main dans la main avec les policiers chargés de la répression. Le problème, si vous voulez, c'est que même quand ça marchait bien, la police de proximité faisait du bon travail le jour, mais des brigades anticriminalité pouvaient détruire ce travail la nuit. Ce qui posait un problème d'harmonisation des métiers au sein de la police. Et ça, c'est une question à laquelle on n'a jamais répondu. Ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire en fait l'accompagnement de la socialisation, c'est un peu vidé de sa substance au profit de méthodes purement défensives. C'est-à-dire qu'on a vu se développer un marché privé de la sécurité qui arrive grosso modo à fournir des bulles de sécurité assez efficaces pour
pour les galeries commerciales, les grands magasins, les stades, les hôpitaux et même les concerts de rock. Mais ça laisse découvert le problème de l'espace public, dans lequel se produisent quand même la majorité des vols et des agressions. Et alors, on a essayé, voyant qu'on n'obtenait rien de la police publique en la matière, de créer un néo-prolétariat de sécurité, toute une série d'agents locaux de médiation sociale qui sont chargés dans les rues des eaux, dans des errances, dans les bus, dans le métro, dans les établissements scolaires, etc., de faire ce que les administrations publiques ne sont plus capables de faire, c'est-à-dire de ramener l'ordre par la persuasion et la médiation, la négociation. Ben évidemment, c'est un dispositif un peu fragile par rapport à la tâche immense qu'on lui confie. Est-ce que les professionnels n'arrivent plus à faire? Ça serait très admirable que les non-professionnels arrivent à le faire avec cette seule qualité d'être du cru, qui montrerait combien l'indigénisation est importante d'ailleurs au contrôle. Incivilité et impunité deviennent des thèmes récurrents dans les discours de la gauche gouvernementale et de certains intellectuels. Derrière ces propos, un type de population est clairement visé, jeunes, de banlieue, issus de l'immigration. Depuis une quinzaine d'années, le sujet des violences scolaires est devenu omniprésent dans la bouche des politiques. Différents plans de lutte contre ce type de violence se succèdent et se durcissent. Bien que les médias donnent l'apparence d'un phénomène omniprésent, le nombre d'agressions du personnel enseignant peut être qualifié en réalité de rarissime. Alors, la question des violences scolaires est une question intéressante parce qu'elle s'inscrit finalement dans l'ensemble de ce processus finalement de sécurisation, vous voyez, de l'ensemble des comportements et des jeunes des classes populaires. L'école est confrontée aujourd'hui à un paradoxe, je dirais, une forme de paradoxe, qui est un des effets de la démocratisation scolaire. Les effets de la démocratisation scolaire, c'est qu'effectivement des populations qui n'auraient pas été à l'école aussi longtemps vont être prolongées dans le système scolaire. C'est-à-dire que clairement, pour le dire très rapidement et très caricaturalement, les fils d'ouvriers devenaient ouvriers. Aujourd'hui, des fils d'ouvriers ne deviendront pas ouvriers, ils vont être prolongés scolairement. Et c'est sans doute une excellente chose. Un des paradoxes de cela, c'est que dans le même temps, l'élèvement général du niveau des diplômes fait que ces jeunes vont se retrouver quand même en situation de marginalité à la sortie finalement de l'école. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de marché de dupes dont justement ils ne sont pas dupes, si vous voulez, qui fait qu'ils vont être à l'école avec des diplômes soit au rabais, soit qui ne leur serviront à rien. Et ce marché de dupes dont ils ne sont pas dupes sape très largement l'autorité des enseignants. Comment lutter contre la violence à l'école? Après l'appel lancé par le ministre de l'Éducation, parents, élèves et enseignants étaient invités aujourd'hui à en débattre, un phénomène qui concerne bien toute la société. L'école se voit transformer non plus, je reprendrai ce que disait Franck Poupeau sur le sujet, n'est plus finalement un lieu de transmission des savoirs, mais de plus en plus de remédiation. C'est-à-dire que finalement, ces jeunes qui restent sur les quartiers, on va les prolonger à l'école, au moins à l'école ils sont gérés, plus ou moins, et la partie sécurité devient une des parties des missions de l'école, c'est-à-dire on va faire du gardiennage, avec d'ailleurs, vous voyez, les postes sécurité dans l'école qui commencent à monter de plus en plus. Les normes d'évaluation des établissements scolaires ne se mesurent plus aux résultats aux examens, mais également au niveau de violence scolaire, etc. Donc vous avez ce véritable problème, qui est à la fois un déphasage entre les publics et les enseignants, entre les missions de l'école et celles qu'on va leur demander. Et là-dessus, effectivement, les problèmes qui vont être générés par je vous disais, cette espèce de véritable déphasage, décalage, vont être gérés de plus en plus en termes de violence scolaire. La violence scolaire, ça va être très largement une construction administrative. Là-dessus, vous avez des chercheurs qui ont fait leur spécialité, leur carrière sur la violence scolaire, qui ont théorisé la violence scolaire. Ils entendent toute la question autour de l'effet établissement. On s'apercevra que si l'équipe pédagogique est plus soudée, qu'il y a moins de problèmes. Oui, sans doute. On n'en doute pas une seconde. En même temps, si vous ne touchez pas effectivement le contexte qui produit ce type de collège d'exclusion, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Bon, vous avez ça, et vous avez, on va développer des outils de comptabilité pour la violence scolaire, c'est notamment le logiciel Signa, qui va être un logiciel de comptabilité systématique de tout fait de violence scolaire, avec un effet très clair là aussi sur la violence scolaire, c'est vous multipliez le nombre de gens qui vont compter et le nombre d'endroits où on va compter, vous avez effectivement une courbe ascendante des violences scolaires.
Les rixes de jeunes à la Défense relancent le thème de l'insécurité, qui sera le sujet principal de la campagne des municipales en 2001 et où la droite l'emportera sur son terrain. À grands coups de une ou d'émissions spéciales, les médias deviennent les pyromanes de l'insécurité. Les statistiques de police publiées en février 2001 ont montré une augmentation très forte de la délinquance enregistrée, pour tout un ensemble de raisons, qui ont sans doute très peu à voir avec la délinquance réelle. C'est à partir de ce moment-là, si vous voulez, que le gouvernement Jospin a perdu pied sur les questions de sécurité. En plus, il y avait un autre phénomène assez pervers, qui était le fait que la sécurité est devenue la première préoccupation des Français. Ça a offert matière au gouvernement Jospin à une fuite en avant dans le sécuritaire. Et évidemment, lorsqu'on prend des dispositions qui vont dans un sens où on tâtonne un petit peu dans un sens sécuritaire, la droite fait de la surenchère. Exemple type, été 2001, la discussion de l'amendement Mariani sur les raves et la nécessité de la déclaration préalable. Un problème technique qui aurait pu être réglé très très vite avec un peu de négociation avec les organisateurs de ces fêtes-là, mais qui s'est transformé en un problème de sécurité. Personne n'a relevé que lors de l'été 2001, à la fin du mois de juillet, je crois 2001, pour la première fois, sont sorties dans les journaux des statistiques qui étaient des statistiques semestrielles. Voilà. Jusqu'ici, traditionnellement, les statistiques de police, telles qu'enregistrées par la police et les gendarmeries, étaient rendues publiques, en général à la fin du mois de janvier de l'année X, concernant l'année X-1, l'année précédente. Bon. Et qui a diffusé ces chiffres? Ça n'est pas la direction de la police nationale, avec sa cellule statistique derrière, comme c'était le cas auparavant. Ce sont les syndicats de police. Et on voit du coup tout le monde qui se met à la traîne. Les ministres, le ministre de l'époque, Daniel Vaillant, obligé de venir se justifier après que, etc. Et puis on a vu, alors là je crois que c'est à ce moment-là que le débat atteint son apogée et son niveau de panique, a fortiori après les attentats inattendus du 11 septembre 2001, où là le gouvernement a commencé lui aussi à complètement paniquer, à voter précipitamment des lois qui ont mélangé un petit peu tout, la fouille des véhicules, les cages d'escalier, un petit peu tout et n'importe quoi. En octobre 2001, au nom de la lutte contre le terrorisme, l'insécurité, les prétendues zones de non-droit, le Parlement vote la LSQ, loi sur la sécurité quotidienne. Elle étend le pouvoir des agents privés de surveillance et de gardiennage, étend le contrôle d'Internet, part en croisade contre les rêves et les occupations d'escalier, fait de tout citoyen un présumé suspect. Elle crée également de nouveaux délits, telle la fraude d'habitude, avec incarcération pour 6 mois de ceux qui pratiquent la gratuité des transports. Et c'est à partir de là aussi où on a vu qu'il suffisait que les policiers montent au créneau un tout petit peu pour faire reculer un gouvernement. Alors il y a le phénomène le plus spectaculaire de ce point de vue-là, c'est l'affaire de la loi sur renforçant la présomption d'innocence. On a là une loi que Elisabeth Guigou avait préparée pendant plusieurs années, qui avait fait l'objet d'un long travail de consensus entre professionnels, qui finalement est votée au Parlement dans une très large majorité, et il suffit d'un fait divers, l'affaire Bonal, un grand bandit malencontreusement remis en liberté, qui en profite pour aller faire un braquage sanglant. Tous les syndicats montent au créneau, et il suffit d'un fait divers pour renverser une loi de la République. C'est quand même sidérant. C'est tout de même sidérant. Et on a ce discours typique, loi, par exemple, du syndicat des commissaires, consistant à dire la loi qui renforce la présomption d'innocence, c'est un accélérateur de délinquance, une fabrication de délinquante, etc. La loi sur la présomption d'innocence avait permis de réduire le nombre de détentions provisoires. Elle est vidée de son contenu pendant le premier semestre 2002 et laisse place à l'arbitraire policier. La campagne présidentielle s'axe sur le thème de l'insécurité. Nous habitons dans un pays insécure où sans cesse les agressions empêchent tout bon citoyen de vivre dans la sérénité. Les médias s'engouffrent dans la brèche, surtraitent ce problème. Un cycle aliénant se met en place dans lequel les politiques frisent avec le populisme sécuritaire, drainé par des journalistes avides de grandes phrases catastrophistes. Après la pensée unique, alors la pensée unique c'était l'économie c'est le marché, les journalistes ont inventé en quelque sorte la déclinaison unique. On parle d'insécurité quel que soit le sujet. Alors vous voulez lire un article sur les quartiers populaires, eh bien vous lirez des articles sur les cités interdites, les voitures brûlées, le trafic de drogue,
Si vous vous intéressez au sport, on vous parlera des stades, mais sous l'angle de l'insécurité dans les stades. Si vous vous intéressez à l'international, un des secteurs qui est le moins bien traité d'ailleurs dans les médias, on va vous parler des immigrés clandestins, du terrorisme. Et le résultat de cette déclinaison unique, ça a été qu'au début du mois de janvier 2002 et jusqu'au second tour des élections présidentielles, le thème insécurité a été 2 fois plus médiatisé que celui de l'emploi et 8 fois plus que celui du chômage. Et selon l'Institut de mesure qui a recueilli ces chiffres, alors c'est des chiffres qui portent à caution, hein, il ne faut pas avoir une croyance absolue dans ce type de chiffres, mais selon cet institut, entre le mois de février et mars 2002, c'est-à-dire juste avant le premier tour des présidentielles, la couverture médiatique des thèmes liés à la délinquance, au sens large, a bondi de 126%. Dans ce concert sécuritaire qu'exécutent les grands médias, on peut relever entre autres trois figures imposées. La première figure, c'est le fait divers, la théâtralisation d'un petit fait divers de délinquance, un fait divers mis en scène par les médias et qui va être promu au rang de fait de société. Alors la deuxième figure, elle est moins connue. La deuxième figure, c'est les sondages. Les sondages qui vont justifier la place médiatique accordée aux faits divers de délinquance. Et ces sondages-là nous ont dit, pendant des mois et des mois, l'insécurité est la première préoccupation des Français. Ça a été un leitmotiv, quelque chose qu'on a entendu en permanence. Alors il y a une troisième figure qui est pas inintéressante, elle aussi, c'est les experts et les éditorialistes. Les experts, c'est un peu le complément médiatique du sondage. Parce qu'avec le sondage, vous pouvez ouvrir un débat. Les journalistes vont ouvrir un débat, puisque l'insécurité, c'est le sujet de préoccupation numéro 1 des Français, on va en débattre. Alors, vous avez des émissions à la télévision qui vont parler de ça, des tribunes dans les journaux, des reportages, encore des faits divers, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais pour nourrir ce débat, il faut des avis extérieurs, des avis documentés, des avis qui sont censés être sérieux. Et c'est là qu'interviennent les experts. Les experts vont expliquer que la société est en crise, en déclin, etc., que l'insécurité augmente. Vous avez même une contre-expertise sur l'insécurité qui dit non, non, pas du tout, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un lien entre ces trois figures du traitement médiatique, c'est que vous voyez peu à peu apparaître et se tendre les ressorts qui vont enclencher un véritable cycle de la panique. Un fait divers tragique est médiatisé à outrance. Sur ce, les journalistes vont commander des sondages qui vont interroger les Français sur leur sentiment d'insécurité. Est-ce qu'ils ont très peur? Est-ce qu'ils ont un peu peur? Est-ce qu'ils se sentent bien au fond? Et puis ces sondages vont être mis en avant par les éditorialistes, par les commentateurs politiques qui vont interpeller le personnel politique. Et ce personnel politique, en conjoncture de campagne électorale, va gesticuler, va prendre des décisions, va dire bon, notre priorité désormais c'est l'insécurité, nous savons que c'est la priorité numéro 1 des Français, donc c'est la nôtre. Vous avez des discours qui sont de plus en plus sécuritaires, et réagissant à ces annonces du personnel politique, les journalistes et les commentateurs commentent à nouveau de nouveaux sondages qui vont alimenter et reboucler sur ce cycle de la panique qui a enflé tout au long de la campagne électorale. Il n'y a pas non plus énormément de reportages qui cherchent à comprendre longuement la vie des gens, faire des enquêtes longues. Qu'aujourd'hui aussi, je crois, l'accès des journalistes à ces endroits-là n'est pas facile. Je crois, quand on regarde les 20 ans de traitement médiatique de ces questions, on comprend qu'ils ne soient pas forcément bien reçus. Donc il y a toutes ces questions-là, là, propres au champ médiatique, qui font que oui, c'est plus facile d'y aller quand il y a un événement. On a déjà toutes les grilles de lecture de l'événement qui sont en place, on sait très bien ce qu'on va faire. Par exemple, sur Pantin, c'était assez caractéristique. Il y avait des jeunes qui étaient là, c'était juste après l'événement, qui étaient énervés. Donc on les voit, donc gros plan comme ça. Et puis ils disent ouais, mais c'est dégueulasse, les contrôles d'identité, on se fait toujours contrôler, etc. Donc c'était... Mais 10 secondes, c'était même pas 10 secondes. Donc on voyait finalement, le téléspectateur se disait, mais non, ils ont l'air bien agités, qu'est-ce qu'ils disent?
Et puis après, on voit quelqu'un qui ressemble au présentateur de la télévision, qui a un discours posé, enfin, qui a un discours qui est celui qui est le discours légitime, qui est le discours de la télé, qui est le langage utilisé par les hommes politiques, par les médias, etc. Donc qui apparaît d'emblée comme plus légitime, comme ayant une parole plus crédible. Donc dans le montage même, dans la façon même dont les reportages sont faits et montés, il y a vraiment des effets très très pervers de disqualification de la parole de ces jeunes-là. Même si les journalistes ont l'impression ils vont vous dire, mais non, on a été interrogé tout le monde. Ben, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait après de cette parole ? Il y a, je dirais, la vérité du monde social, c'est sans doute rien d'autre que des luttes sur la vérité, c'est-à-dire des luttes pour dire la vérité. Quand on parle de quartiers populaires, quand on parle de dégradation des quartiers, qui entend-on sur le sujet ? Qui entend-on ? Des hommes politiques, des universitaires, des journalistes, c'est-à-dire des gens qui, sociologiquement et socialement, sont souvent très loin de ces quartiers. Et un des effets, et sur ce thème-là, c'est sans doute un des sujets sur lesquels le monopole, la confiscation de la parole est le plus fort. Et je crois qu'une des conditions de possibilité du discours sécuritaire, c'est aussi ça. Si des gens peuvent tenir un discours aussi apocalyptique sur les quartiers, c'est aussi parce qu'ils sont en position de pouvoir, quand je dis de pouvoir, c'est de pouvoir prendre la parole, et qu'ils ne sont pas en possibilité d'être contestés. Oui, la drogue ensuite constitué prisonnier dans l'après-midi auprès de la police judiciaire de Bobigny. Clément Vaillerenal, Georges Minendois, Renaud On peut identifier 3 raisons à ce traitement, à cette ébriété sécuritaire dans les médias. La première, c'est une raison politique, et c'est le fait que la plupart des partis de gouvernement se sont alignés sur des positions sécuritaires pendant la campagne, du moins dans les discours. La deuxième raison, c'est une raison économique. C'est que, pour commencer, quand vous êtes journaliste, réaliser un reportage ou un article sur la petite délinquance, c'est facile et c'est pas cher. Et en plus, ça peut rapporter gros puisque c'est des sujets qui fondent l'audience. Une troisième cause de ce traitement gigantesque de l'insécurité, et une troisième cause qui tient peut-être à l'évolution du journalisme en général et du milieu journalistique. Auparavant, vous aviez... par exemple, après la Libération, vous aviez 2 pôles dans la presse, pour caricaturer. Vous aviez un pôle d'une presse commerciale qui faisait plutôt appel à l'émotion et qui cherchait à maximiser les tirages, et puis un second pôle qui était un pôle dit de presse de qualité, qui faisait plutôt appel à la raison, qui était plus difficile à lire aussi, et qui se souciait peut-être un peu moins de ses ventes. Et pour illustrer, par exemple, vous aviez François d'un côté et Le Monde de l'autre. Mais depuis quelques dizaines d'années, vous pouvez observer un rapprochement entre ces 2 pôles. Ouais, alors, au final, on peut se demander si, en réalité, l'insécurité n'est pas devenue la première préoccupation des journalistes. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant, parce que cette préoccupation-là, ce traitement médiatique de l'insécurité à chaque instant, a occulté toute une autre partie de l'insécurité, ou de ce qu'on pourrait appeler l'insécurité. Quelques exemples, entre 1991 et 2002, vous avez eu 16 000 personnes, 16 000 salariés, qui sont morts dans des accidents du travail, en comptant les décès survenus sur le trajet domicile-travail. Bon, c'est quelque chose d'énorme, dont les médias parlent très peu. Et un tel chiffre n'a jamais débouché sur des unes de journaux, sur des couvertures de journaux alarmistes, du genre « les chiffres qui inquiètent », ces chiffres qui font peur. Vous n'avez jamais vu ça. Et le journal PLPL avait fait un comptage des sujets qui avaient été diffusés au cours de l'année 2001 sur TF1 pendant les journaux télévisés. Eh bien, au cours de l'année 2001, sur la totalité des journaux télévisés de 13h et de 20h, vous avez eu 1190 reportages consacrés à la délinquance au sens large, délinquance et insécurité. Face à ça, vous avez eu 2 sujets consacrés aux accidents du travail. Voilà les estimations donc. Au 2e tour se retrouverait en tête Jacques Chirac avec 19,9% des suffrages exprimés. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise.
Oui, après l'accession du Front National, de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, les médias se sont accusés mutuellement d'avoir trop parlé de délinquance, d'avoir trop abordé le thème de l'insécurité. Par exemple, à Libération, on s'est interrogé, 23 avril, la télé a-t-elle influencé le vote ? Le Monde a fait écho le même jour, c'était marrant, le même jour, la télévision a-t-elle fait peur aux Français ? Est-elle responsable de l'intrusion de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Donc là, on voit la presse écrite qui montre du doigt la télévision, à juste titre, puisque le traitement télévisé de l'insécurité et de la délinquance a été disproportionné. Mais c'est aussi très pratique pour s'exonérer de ses propres turpitudes. Parce que la désinformation du jour faisant oublier celle de la veille, les journaux se sont bien abstenus de rappeler la manière dont eux-mêmes, presse écrite, avaient parlé d'insécurité. Le 31 mars 2002, c'est-à-dire 3 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, Le Monde titrait son grand dossier de la semaine, je vous mens pas, « La France est-elle un pays dangereux ?» Vous voyez quelque chose qui n'est pas du tout alarmiste. Alors, on peut se dire peut-être qu'il s'agit du danger qui menace les salariés dans les entreprises, les accidents du travail. Pas du tout, vous avez 8 pages dans ce supplément dominical, et pas un article ne traite de l'insécurité économique. En revanche, vous avez cette question qui est pour le moins grotesque, la France est-elle un pays dangereux ? Vous savez que la Belgique présente des chiffres de criminalité beaucoup plus élevés que ceux de la France, et il ne viendra à l'idée de personne de titrer « La Belgique, un pays dangereux ». Donc là, Le Monde, curieusement, lorsqu'il a battu sa coulpe sur le dos de la télévision, s'est abstenu de balayer devant sa propre porte. Nicolas Sarkozy est sur le devant de la scène. Il enchaîne les déclarations spectaculaires empruntant une rhétorique populiste. La peur doit changer de camp. La distribution de flashballs aux forces de l'ordre et la mise en place des GIR, groupements d'intervention régionaux, constituent de beaux exemples d'éclat médiatique. Le ministre de l'Intérieur voit dans les GIR la solution pour porter des coups à l'économie souterraine, puisque réunissant policiers, gendarmes, agents du fisc et douaniers. Les médias applaudissent en chœur, ainsi que les politiciens de droite comme de gauche. Le GIR, c'est fait pour impressionner les populations, c'est fait pour faire peur. Mais ça ne fait pas avancer les problèmes, parce que s'il y a un trafic, s'il y a une économie locale parallèle, ça se reconstitue dès le lendemain du passage des GIR. C'est pour montrer qu'il y a une sorte d'état de siège et que les gens doivent comprendre qu'ils sont sous contrôle. Et le contrôle, eh bien, n'est pas seulement un contrôle sécuritaire, ça devient nécessairement, et ça peut devenir encore plus gravement, un contrôle social. Vous avez dit aussi la police, la dernière administration qui reste dans les zones urbaines en difficulté. Eh bien non, elle n'y est jamais. Elle y va comme une armée coloniale en expédition. C'est bien ça le problème. C'est qu'elle est devenue tellement étrangère à ces zones qu'elle n'y pénètre qu'en force et en masse, et elle en repart aussitôt que son intervention est terminée. C'est-à-dire l'idée de patrouiller en permanence un territoire réduit dont on connaît les habitants et qui vous connaissent, cette idée-là est devenue complètement résiduelle. La progression des effectifs qui ont augmenté de 50% en quelques 20 ans est tout à fait significative. Il y a environ 145 000 policiers en France, dont 125 à 130 000 actifs, dont 17 ou 18 000 CRS. Il y a environ 100 000 gendarmes, dont 16 ou 17 000 gendarmes mobiles, qui font sur le terrain le même boulot que les CRS. Il y a environ 20 000 douaniers, qui ont des pouvoirs maintenant discrétionnaires depuis qu'il y a Schengen. S'ajoutent quelques 15 à 16 000 policiers municipaux, dont beaucoup sont armés, y compris dans les villes ouvrières ou dans les villes communistes maintenant. Environ 120 000 salariés des sociétés privées de sécurité, dont beaucoup sont armés. Et puis bon, pour aller comme ça, pour prendre quelques exemples très très précis, dans le métro de Paris, il y a un corps de brutes qui s'appelle le GPSR,
groupe de protection et de sécurité du réseau, c'est des gars d'1,90 m. Ils n'ont pas de flingue, mais ils le revendiquent. Ils ne sécurisent pas le réseau, ils provoquent. Et il y a l'équivalent maintenant, qui se développe beaucoup, c'est la police ferroviaire. Donc, et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier que depuis qu'il n'y a plus de conscription, je ne suis pas militaro, hein, je ne regrette pas le beau temps de la conscription et des casernes pour tous, mais depuis qu'il y a en France une armée professionnelle, on entend des officiers supérieurs dire que s'il n'y a pas la guerre, eh bien, l'armée pourrait s'occuper aussi également de l'ennemi intérieur. Alors si on ajoute à ça tous les indiques payés ou bénévoles, un certain nombre de gardiens d'immeubles qui par nécessité renseignent gentiment la police, particulièrement dans les cités, eh bien on peut dire, moi je ne sais pas, on dit que je suis très excessif, mais je crois que j'avais écrit quelque part qu'en période troublée, un Français sur deux peut devenir flic, et l'autre l'est peut-être déjà. Alors on n'en est pas là, mais je veux dire que la société policière, elle est à nos portes. Pas l'État policier, la société policière. L'impunité des mineurs redevient un thème récurrent dans le débat public. L'une des deux mesures phares de la première loi Perben va toucher la justice des mineurs, avec la remise en cause des réponses éducatives à l'égard de l'enfance délinquante. Le garde des Sceaux prévoit la création des centres éducatifs fermés, annonçant le retour des maisons de correction. Rappelons qu'elles avaient été abandonnées sous Giscard suite à un large consensus entre professionnels et politiques quant à leur inefficacité. La délinquance a beaucoup augmenté. Et la violence a pris des proportions considérables sur les 20 dernières années. Elle s'est rajeunie, elle est devenue de plus en plus violente et de plus en plus nombreuse. La petite délinquance juvénile, c'est quelque chose qui commence à la préadolescence. En moyenne, statistique, autour de 10 ans. Ce phénomène-là, on l'a observé donc depuis plusieurs décennies dans tous les pays occidentaux, et il est grosso modo le même, et il ne bouge pas. Bon. Donc il ne faut pas s'imaginer que tout d'un coup, il y aurait en quelque sorte une délinquance qui commençait plus tôt, parce que sinon, et répéter ça année après année, parce que sinon, alors jusqu'à quand? Par ailleurs, il faudrait se demander aussi, encore une fois, la délinquance, ça ne veut rien dire, quel type de délinquance ils font, et se demander en particulier si tout ce discours n'est pas lié à la visibilité de certaines de leurs délinquances. Par exemple, au hasard, le caillassage de voitures de policiers, ou la dégradation dans l'établissement scolaire, par exemple. Voilà des choses qui évidemment ont une très forte visibilité puisqu'elles sont tournées contre les institutions. Nous n'allons pas imaginer que, avec ce discours de plus en plus jeune et violent, alors du coup, des gamins auteurs de viols, d'homicides, etc. Je reviens à la question des homicides que je connais bien. Les personnes de moins de 16 ans condamnées par les tribunaux pour homicide, ça représente moins de 1% de l'ensemble des personnes condamnées pour homicide. C'est-à-dire beaucoup moins que les personnes de plus de 60 ans, par exemple. Et les grands-pères sont plus dangereux que les petits-enfants. Voilà, pas oublier ça. Donc, encore une fois, de quoi on parle précisément? Bon. Les problèmes en réalité qui sont au cœur de la délinquance juvénile d'aujourd'hui, entendus cette fois comme tous les adolescents et même les jeunes adultes, c'est massivement et dans l'ordre. 1. Les vols qui concernent les biens de consommation. Tout le monde a les mêmes désirs de possession. Le bonheur, soi-disant, c'est de posséder tout cela. Et quand on l'a pas, on se le procure de manière violente. Voilà une première chose. Ensuite, le deuxième problème, c'est le problème des bagarres entre jeunes. En réalité, le cœur des chocs physiques, des blessures, des gens qui vraiment se portent des coups, ce sont des jeunes garçons qui se battent entre eux. Dans la cour des écoles, dans les quartiers, etc. Alors ils se battent entre eux essentiellement pour deux types de raisons. Le premier, à nouveau, c'est la consommation, des tentatives de vol, de raquettes, c'est bagarre à ce moment-là. Et le deuxième, c'est, je dirais, un enjeu non pas matériel, mais un enjeu symbolique, qu'il faut référer aux valeurs, au code de virilité, d'honneur, de territoire, et aux bagarres comme ça entre jeunes, qui sont dans certains quartiers très problématiques. Mais encore une fois, ça appelle une réflexion. Ça appelle une réflexion sur comment est-ce qu'on peut travailler avec ces jeunes, avec leurs parents, sur leur identité, sur leur quartier, sur tout cela. Et ça appelle encore une fois un travail qui n'est pas un travail de type répression policière, bien sûr. Ça ne change rien à ça. La première catastrophe de la loi Perben, c'est prédominance du pénal sur l'éducatif. La deuxième, c'est un alignement sur les majeurs avec la rapidité de traitement, et c'est la comparution à délai rapproché. À partir du moment où on focalise sur le pénal, on n'a plus aucune raison d'avoir une appréciation aussi approfondie. Donc on peut mettre en place des procédures beaucoup plus techniques qui coïncident avec la justice productiviste qui se met en place. Ce qui nous importe, c'est de traiter un dossier. Le résultat, on s'en fiche un petit peu.
C'est comme le serinent sans arrêt les responsables politiques. Ce qu'on veut, c'est une réponse. Puis la nature de la réponse s'en fiche un petit peu. Donc on met en place une procédure qui est une sous-comparution immédiate, qui est la comparution à délai rapproché, qui permet de juger un mineur dans les 10 jours des faits qui lui sont reprochés. On en arrive dans une situation où le juge est un abatteur, le juge des enfants devient un abatteur de peine. Alors, ce qui ne veut pas dire nécessairement que les peines seront plus lourdes. Par contre, le sens de l'action de l'État en matière de commission d'infraction par les mineurs change totalement. Dans cette loi Perben, d'autres grands objectifs sont fixés pour les 5 années à venir. Parmi ceux-ci, la construction de 35 nouvelles prisons, soit 11 000 places de plus, dont 400 pour les mineurs. La deuxième mesure énoncée dans la loi Perben est la création d'une nouvelle juridiction, celle des juges de proximité. Il s'agit d'une sorte de contrefaçon des tribunaux d'instance pour traiter les petits litiges. Composée de juges non magistrats, anciens commissaires ou huissiers de justice par exemple, son objectif est de juger plus et plus vite. Elle est une belle illustration de ce que veut étendre le gouvernement, à savoir le traitement en temps réel. Les policiers, dès lors qu'ils ont quelqu'un en garde à vue, ou une affaire où ils sont sur le point d'appréhender quelqu'un ou autre, en dehors d'une procédure d'information judiciaire, appellent le procureur. Alors, en général, c'est à la fin de la garde à vue, ils appellent le procureur, et le procureur décide immédiatement du mode de traitement. Or, ça induit qu'au lieu d'avoir la procédure en main, la procédure est toujours au commissariat, c'est le rendu compte oral qui domine, la décision du procureur est prise sur le champ, donc en temps réel, sans avoir connaissance de la procédure, donc sans également pouvoir relever les nullités éventuelles et les problèmes, sans pouvoir ordonner des investigations complémentaires, parce que quand vous n'avez pas la procédure, le rapport oral qu'on pourra vous faire, il manquera à tous les coups des choses. Donc c'est quand même ce qui amène à celui qu'on a, on le défère, quoi, en gros. On ne cherche pas ailleurs, on ne développe pas les investigations. Et dans ce cadre du traitement en temps réel, les deux modes de comparution privilégiés sont la convocation par OPJ ou la comparution immédiate. Donc la comparution immédiate, c'est l'aboutissement assez logique du TTR. Mais le TTR, lui, n'a pas d'existence légale, c'est pas une procédure. Ça fait rien dire, c'est une pratique. Ça permet, c'est ça qui est quand même très grave, ça permet à la police, en réalité, d'exercer l'opportunité des poursuites, de diriger l'action publique. C'est à partir du moment, on le voit bien, à partir du moment, à une époque, vous aviez, ce qui était aussi critiquable, le substitut, c'était quelqu'un avec des piles partout. C'est-à-dire les policiers dressaient des procédures et envoyaient les procédures papier, et puis on avait des piles dans les bureaux et on traitait par pile. Maintenant, aujourd'hui, on traite immédiatement. Mais du coup, vu le nombre de choses, à Bobigny, c'est extraordinaire, vous avez des mecs avec des écouteurs sur la tête, des magistrats, leur boulot, c'est écouteurs sur la tête, et la police téléphone en longueur de temps et ils distribuent des dates d'audience. Ils vérifient rien, évidemment, ils n'ont pas les procédures. Et ils disent telle date, voilà, telle date, telle qualification, telle date. Puis voilà, le boulot du juge est devenu celui-là. Et il y en a tellement qu'en réalité, non seulement le magistrat, et ça on lui a tellement dit qu'il ne fallait pas classer sans suite, n'opère aucun tri, il opère qu'un tri de l'orientation, mais en plus, il n'est pas à même de dire à la police, mais allez donc chercher d'autres infractions. Les récentes lois françaises ont octroyé plus de moyens et de compétences à la police. À un niveau supranational, les accords Schengen érigent une Europe forteresse. Ils renforcent le contrôle aux frontières extérieures et la coopération judiciaire, douanière et policière. Si l'appareil policier français a su s'adapter aux défis de la mondialisation, en accélérant sa coopération européenne, est-il réellement adapté à toutes les fonctions qu'il est censé remplir ? Et au fond, le problème de sécurité de la fin du XXe siècle, c'est ça. C'est la formule inventée à la fin du XIXe siècle et qui a très bien marché, disons-le. Pendant l'essentielle partie du XXe siècle, ne marche plus bien et que son promoteur, l'État national, est un peu écartelé entre des problèmes de sécurité qui excèdent ses frontières, qui sont le contrôle des grands flux, les flux d'argent, les flux de marchandises, prohibés par exemple, les flux de population, les migrations, les flux d'informations. Et puis, d'un autre côté, la sécurité des citoyens qui est un problème subnational, un problème de plus en plus
locale. Et entre les deux, le niveau national qui a été le bon niveau de gestion de la sécurité pendant un siècle a du mal à faire face à ces deux problèmes d'échelle très différentes, surtout s'il n'a qu'un seul outil pour deux jeux, et s'il prétend faire d'une pierre deux coups. Ce qui est particulièrement le problème des États très centralisés. Qu'est-ce qui menace la sécurité? Des vols, des petites agressions, des désordres. Les gros appareils dont nous disposons, de police et de justice, ont un mal de chien à appréhender ce type de choses-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait surtout une police d'ordre. C'est-à-dire qu'on s'attaque au plus facile, la circulation. Quel est le conducteur qui ne commet pas une infraction de temps en temps? Il suffit de rester sur le bord de la route assez longtemps pour faire le plein. La drogue. En 30 ans de prohibition, on est passé d'une consommation de cannabis inexistante à une consommation de cannabis généralisée, ou de moins très largement diffusée dans des classes d'âge jeunes. Donc, on en ramasse autant qu'on veut bien en ramasser. Et puis, de contrôle de l'immigration irrégulière et éventuellement de contrôle des désordres, mais ça c'est beaucoup plus difficile. Alors on crée des nouvelles lois pour essayer d'atteindre ces comportements gênants, mais difficiles à caractériser. Mais le problème, c'est que la loi est un outil abstrait qui a du mal à cibler vraiment ces problèmes concrets. Ce qui fait que chaque fois, ou bien on crée des lois purement symboliques, qui ne sont pas destinées à être appliquées, ou bien on crée des lois qui ne seront appliquées qu'en conférant aux agents de terrain une marge d'appréciation exagérée, ce qui risque d'augmenter les affrontements et donc les désordres. Et je vous propose de proroger les dispositions jusqu'en décembre 2005 de la loi du 15 novembre 2001 de Daniel Vaillant. En un sens, les lois Sarkozy n'innovent pas tellement. Elles prolongent. Pérennise les dispositifs de la loi sur la sécurité quotidienne, par exemple, ou bien elle consacre par la loi des habitudes policières. Là encore, ces dispositions ne sont pas l'annonce d'un État policier, mais la fin d'un État aveugle. Mais le fichier national des empreintes génétiques est au XXIe siècle ce que le fichier des empreintes digitales était au siècle précédent. Est-ce qu'il reviendrait à l'idée de quelqu'un de dire c'est scandaleux, j'ai donné mes empreintes digitales? Eh bien, le fichier des empreintes génétiques, c'est la même chose, un siècle plus tard. Donc là aussi, on est quand même dans une volonté pratiquement d'appréhension du corps des gens par le pouvoir. Symboliquement, c'est quand même vachement grave, les empreintes, c'est une partie de nous-mêmes. La question qui est posée, et c'est ce qui anime quand même beaucoup certains de nos politiques, c'est est-ce que finalement il ne faut pas ficher génétiquement la totalité de la population pour être réellement efficace, au cas où on aurait un attentat, un crime grave. Alors après, il y a toute la question du dévoiement. Une fois qu'il y a un fichier comme ça, il pourra toujours être utilisé par n'importe qui et à n'importe quelle fin. Ensuite, c'est vrai que ça pose un problème de considérer, même s'il y a des faits extrêmement graves qu'il faudrait absolument élucider, ça fait problème de considérer que toute personne est suspecte a priori. Enfin, moi personnellement, je ne tiens absolument pas à être fiché, je ne suis pas comme Estrosi, et je ne tiens pas du tout à être suspecté sans de bonnes raisons. Le FNAG, Fichier national automatisé des empreintes génétiques, est étendu par la LSI à la quasi-totalité des crimes et délits d'atteinte aux personnes et aux biens. De 150 000 en 2005, le FNAG est passé à près de 370 000 profils génétiques fin 2006. Ce fichage concerne de plus en plus souvent les militants. Bien des infractions manquent encore pour alimenter le fichier, ironise Côme Jacquemin, secrétaire général du syndicat de la magistrature. Nombre de délits financiers, tels le délit d'initié, la fraude fiscale ou l'abus de biens sociaux, n'exigent pas de fichage ADN. Le STIC, je vous rappelle, il a été imaginé par Pasqua,
ce fichier. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un fichier non pas de personnes condamnées, comme existait le casier judiciaire, mais un fichier dans lequel, de manière exhaustive, sont recensées toutes les personnes dès lors qu'elles sont mises en cause par la police. Le terme est employé dans les textes qui régularisent. Donc, le fichier a été régularisé par Jospin, après avoir fonctionné pendant 5-6 ans de manière tout à fait illégale. Au 1er janvier 2006, le STIC, Système de traitement des infractions constatées, recensait 4,5 millions d'individus mis en cause et 22,5 millions de victimes. Dans un avenir proche, c'est plusieurs dizaines de millions de personnes qui seront fichées pour une durée de 20 ans, même si la procédure a été classée sans suite, même si elles ont bénéficié d'un non-lieu. C'en est fini du droit à l'oubli. Donc, on a réellement un vivier de suspects sur lequel on va réduire le travail de police, qui a des conséquences juridiques puisque les données sont dévoilées aux magistrats qui ont à juger une affaire déterminée, qui peuvent être utilisées également dans le cadre administratif, notamment maintenant avec la loi Sarkozy. Ces données pourront être utilisées pour les enquêtes de moralité, pour l'accès à des emplois publics, l'accès à des emplois privés de sécurité, etc. etc. Est-il juste, et la question n'est même jamais posée, que les autorités de police et donc les autorités administratives, puisque c'est le ministre de l'Intérieur et tutti quanti, aient une connaissance des soupçons qui ont pu peser antérieurement sur une personne et une connaissance de leur état civil, de leur adresse ou de leur situation familiale. Et je pense que là, c'est le droit de connaître qui est en cause. Et alors, on se rappelle tous de Foucault ou autre. C'est vrai que quand on veut tout connaître sur les gens sans qu'il y ait de bonnes raisons et sans que ça ait une conséquence judiciaire précise, on est au bord de la tyrannie. En effet, on a un pouvoir qui se débride complètement et qui veut imposer une supériorité sur les gens. Le STIC, il matérialise ça, et en ça, il est redoutable. On l'a encore dit, le texte était un texte anti-pauvre, un grand journal du soir. Il est vrai que c'est rattrapé depuis, mais avait même titré que je faisais la guerre aux pauvres. Mais est-ce que ces dénonciateurs, ont la moindre idée de la façon dont vivent les Français les plus modestes? La loi Sarkozy, elle comprend 4 délits du type qui touchent des populations très très répertoriées. On a d'une part les gens du voyage, avec le délit d'occupation sans autorisation d'un terrain privé ou public. On a le délit de mendicité agressive, qui vise à priori avec les plus pauvres et les mendiants, je ne sais pas si on peut dire que c'est une communauté, les mendiants. Le délit donc, de racolage, et le délit de vol d'immeuble qui maintenant est devenu punissable d'emprisonnement. Là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on on a un déferlement de mesures attentatoires aux libertés, une grande latitude donnée à la police sur les individus, un devoir d'obéissance accru des individus à l'égard des autorités. Et puis, ceux qui, finalement, les plus fragiles dans la population, ceux qui ont toujours souffert de tous les pouvoirs donnés à la police, qui ont toujours souffert de ce qu'on appelle les bavures, les abus de pouvoir, etc., et même ceux-là, on a réussi à déterminer des nouveaux délits qui font que de toute manière, dans leur existence même, ils sont toujours en infraction. Le problème de la prostitution fera l'objet d'un débat, je le suis sûr, passionné et passionnant entre nous. Et vraiment, je voudrais vous dire que toutes les idées sur le sujet doivent être méritées d'être discutées. Il n'y en a qu'une seule que je ne peux pas accepter. C'est celle qui consisterait à dire encore une fois, allez, comme on ne se met pas d'accord, on ne fait rien. Dorénavant, les personnes prostituées, si elles sont arrêtées en train de racoler activement ou passivement, sont passibles d'une amende de 3 750 € et d'une peine de prison de 6 mois. Elles sont vraiment passées du statut de victime au statut de délinquante, quoi. Donc c'est une ambiance générale qui a été amenée autant par les médias que par les riverains, c'est vraiment devenu une ambiance générale où les personnes sont vraiment considérées comme des délinquantes. Donc tout est permis, c'est-à-dire qu'avant les gens se retenaient un peu, enfin les gens, c'est les hommes, en très très grande majorité évidemment, alors que maintenant, c'est comme si les vannes étaient lâchées, quoi, à partir de cette loi. Donc c'est vrai, c'est pour ça que nous on a, je sais plus les chiffres, quoi, mais c'est presque le triple d'agressions
par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une agression sur le terrain en ce moment. Parce que de toute façon, les gens, ils sont pas cons, quoi. Ils ont compris qu'elles ne pouvaient plus porter plainte, que les flics se déplaçaient plus. Nous, on avait beaucoup travaillé avec eux avant, sur le fait, par exemple, que les personnes puissent porter plainte en cas d'agression, parce que vous imaginez sur le viol, par exemple, qui était déjà difficile à entendre pour la police des femmes en général, mais alors des femmes prostituées en particulier, ils rigolaient, quoi. C'était les risques du métier. Et puis une prostituée, le viol, ça n'existe pas pour les personnes prostituées. Donc on avait fait beaucoup de travail là-dessus, et là, depuis la loi Sarkozy, c'est tout tombé à l'eau, quoi. En tout cas, la justice suit, puisqu'il n'y a pas eu de relax. Et il faut voir comment les dossiers sont montés, c'est-à-dire que là, on en a eu 4-5, c'est quasiment du copier-coller. C'est-à-dire que la police blinde leur déposition en disant des choses qui sont complètement fausses. Par exemple, qu'elles relèvent leur jupe et qu'elles montent leur culotte. Enfin, elles n'ont pas besoin de faire ça pour travailler, tout le monde le sait. C'est plein de trucs comme ça qui ne sont pas du tout réels, quoi. Et la justice n'a pas relaxé. Donc, toutes les personnes ont pris des amendes avec sursis. Alors, avec sursis, puisque l'État n'est pas proxénète, dixit le juge. Et plus elles sont visibles, et plus on parle de leurs droits, et plus on essaye qu'elles aient tous leurs droits, plus elles sont citoyennes, et moins il y a de proxénètes. C'est comme pour les femmes migrantes, c'est-à-dire plutôt que de faire des lois comme ça qui ne servent strictement à rien, une des meilleures choses à faire, c'est de leur donner des papiers. Puisque souvent, c'est par les papiers que les proxénètes, ils leur prennent leurs papiers, après ils n'ont plus de papiers. Le bilan de cette loi fait par Cabiria est édifiant. Elle était censée réprimer les auteurs du trafic d'êtres humains et protéger les victimes. On s'aperçoit en fait qu'elle est très peu utilisée pour inculper les trafiquants d'êtres humains. Seuls quelques permis de séjour ont été délivrés aux personnes ayant accepté de collaborer avec les autorités. En revanche, les femmes prostituées migrantes que la loi désigne comme victimes sont aujourd'hui encore la cible d'un véritable acharnement de la police comme de la justice. Refus d'intervenir lors des agressions dans la rue, au motif qu'elles sont des délinquantes, violences, humiliations, insultes de la part des services de police, parfois même abus sexuels. Entre 2003 et 2006, Cabiria a recensé plus de 400 interpellations par an de personnes prostituées pour racolage sur la seule agglomération lyonnaise. Ce sont bien les personnes prostituées qui se retrouvent devant les tribunaux, pas les proxénètes. Pourquoi de telles mesures ? Parce qu'il vaut mieux que la prostitution soit invisible pour la société. C'est-à-dire que la prostitution, il y en a plein de formes différentes, et celle qui est dans la ligne de mire et qui est toujours en jeu, c'est la prostitution de rue. C'est ce qui représente pour les gens les personnes les plus indésirables puisqu'elles se voient. Les autres, la prostitution cachée ou la prostitution au téléphone, la prostitution sur le net, la prostitution dans les réseaux de massage, personne n'en parle. Au final, ces nouveaux délits permettent de déplacer plus facilement les Roms et les prostituées pour les rendre moins visibles. Quant à la mendicité agressive, l'occupation des halls d'immeubles ou l'outrage au drapeau, les comportements étant plus durs à caractériser, la loi est peu appliquée. Ces dispositifs, laissés à l'appréciation des agents de terrain, génèrent des désordres sans répondre aux objectifs fixés. Ils ne font que dégrader les relations et attiser les tensions entre jeunes et policiers dans les quartiers. La France aligne tout un ensemble de singularités sociologiques qui ne se réduisent pas à la police, ou la police a sa part, mais qui ne se réduisent pas à la police. Par exemple, extrême concentration urbaine, concentration des populations industrielles, donc des populations chômeuses aujourd'hui, qui, pour deuxième singularité, sont des populations essentiellement étrangères et fils d'étrangers. Bon. La police a été amenée à la fin des années 70 à assurer l'essentiel de la représentation de l'État, la police et l'école. Mais l'école dans son aire sanctuarisée dans l'espace scolaire. Or, comme il y a eu un retrait, justement à partir des années 70, des classes moyennes ascendantes, mais aussi des travailleurs sociaux, également des militants politiques de ces espaces-là, en réalité, ça aboutit à faire en sorte que police et population difficile, population marginale, population larguée de l'école ou du marché du travail ou des deux, se retrouvent face à face, quasiment en réclusion, c'est-à-dire sans la présence de tiers. À partir de ce moment-là,
se met en place un double schéma. D'abord, des conditions propres à l'usage de la force des deux côtés, mais aussi toutes les conditions qui font que cet usage-là est parfaitement tu. C'est précisément, il n'y a pas de tiers. Si vous prenez sociologiquement aujourd'hui, qui sont les gardiens de la paix? C'est plutôt des gens issus de petites villes de province, milieux employés, petits artisans. Donc, vous allez envoyer à la sortie de l'école de police donc des jeunes venant de ces milieux-là, dans des grands ensembles, type Sarcelles, de grands ensembles de banlieue parisienne, donc qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas, y compris dans l'architecture même, face à des populations qu'ils n'ont très souvent jamais côtoyées, des unités qui vont intervenir dépourvues de vieux, qui auraient un peu, je dirais, vous savez, un peu l'expérience de bouteille, qui leur permettrait de dire ça c'est important, ça l'est pas, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, la police, donc, fonctionnaire, comme tous les fonctionnaires, vous avez des points, et que les gens qui ont quelques points demandent très souvent des mutations dans des commissariats plus tranquilles, plus proches de leur lieu, de vie de leur famille, de leur origine, etc. Donc vous avez donc des jeunes, peu assurés professionnellement, avec personne, je dirais, qui a une expérience de ce milieu-là. Pour intervenir sur des populations qui ne comprennent pas, dans des espaces qui ne comprennent pas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la peur. Vous avez des policiers qui interviennent avec la peur au ventre, qui d'ailleurs se traduit très souvent par des sorties intempestives d'armes ou de l'usage des armes, qui très souvent ont des conséquences dramatiques et qui sont liées à un coup de panique d'un jeune policier. Deuxième chose, c'est la vision extraordinairement restrictive, si vous voulez, du métier policier, c'est-à-dire poursuite systématique de tout. Une insulte, c'est un outrage, on embarque, c'est rébellion, tic-tac, tac, tac. C'est-à-dire que véritablement, vous voyez, vous avez ça. C'est-à-dire que le véritable problème, c'est que donc vous allez à la fois donc une gestion policière de cette question-là, qui n'est pas satisfaisante policièrement, et qui, et c'est surtout le dernier point, ne résout pas le problème initial. De la police des polices aux associations militantes, le constat est le même. Les violences policières sont en augmentation constante depuis plusieurs années. Plus 9% en 2003, plus de 18% en 2004, plus 10% en 2005. Majoritairement, les victimes sont des hommes autour de la trentaine, résidant dans la région parisienne et dans plus de la moitié des cas étrangers ou d'origines étrangères. Les contrôles d'identité répétés et abusifs sont propices à ces dérapages. Dans ces cas-là, les difficultés sont grandes pour faire aboutir les plaintes. Un traitement judiciaire inégal se construit alors, parfois en transformant les victimes en auteurs d'outrage ou rébellion. Face au juge, la parole des forces de l'ordre pèse plus que celle du simple citoyen. La justice est peu encline à sanctionner les violences policières comme le droit pénal l'exige. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, elle travaille avec la police. Elle est dépendante de la police dans le fonctionnement quotidien de son administration. Ce sont les policiers qui lui livrent les affaires, ce sont les policiers qui lui bouclent les enquêtes. Deuxième point, la difficulté de pouvoir rassembler des éléments probants qui montrent effectivement que non seulement un fait a été commis, donc un dommage est effectivement visible, mais qu'en plus ce dommage se rapporte à une exaction policière. À présent, les chiffres de la délinquance, ils sont maintenant officiels, communiqués ce matin par le ministère de l'Intérieur. Alors tout le problème du débat est d'appeler statistiques de la délinquance ce qui sont les données de la police et de la gendarmerie, c'est-à-dire le résultat de l'activité des services de police et de gendarmerie. Alors cette activité est elle-même sollicitée, déclenchée en quelque sorte de deux façons. D'un côté, il y a ce que les victimes viennent déclarer, et de l'autre côté, il y a ce que les policiers cherchent et trouvent par eux-mêmes, si on peut dire. Et sur chacun de ces modes, on voit très vite, si on analyse, que les données qui sont produites par la police ont des rapports à la réalité extrêmement fluctuants. Par exemple, pour prendre le cas du comportement des victimes. Les victimes déclarent très bien, en général, vous ou moi, les vols de voitures. Bon, des raisons évidentes d'assurance, de responsabilité, que tout le monde comprend. On a de bonnes raisons d'aller tout de suite au commissariat ou à la brigade porter plainte. Bien. Inversement, les violences qui ont lieu dans le cadre familial, les violences faites aux femmes ou aux enfants, sont classiquement sous-déclarées. Totalement sous-déclarées. Donc, que prendre le même chiffre
de police pour ces deux choses-là et penser que c'est la réalité est totalement aberrant. Mais de la même façon, si on regarde ce que les policiers cherchent et trouvent par eux-mêmes, alors il y a plusieurs manières. Il y a le travail d'enquête, d'enquête judiciaire, ou il y a le travail de patrouille, de police de rue, etc. Bon, on comprend très bien évidemment que, par exemple, si on prend l'exemple de la patrouille de rue, si on met 50 policiers ou si on en met que 5, on comprend très bien qu'ils vont voir et pouvoir faire 10 fois plus de choses. Et qu'en réalité, dans l'immensité des choses, dans le quotidien, des petites choses qui se passent tout le temps, les policiers n'en saisissent qu'un petit peu, parce qu'à tel moment, pour telle ou telle raison, ils décident de mettre la priorité là-dessus, par exemple. Et quand on regarde les données policières, parmi les choses qui ont le plus augmenté ces dernières années, deux des plus fortes augmentations, ce sont les interpellations pour simple usage de stupéfiants et les procès-verbaux pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. C'est-à-dire en réalité contrôle de police qui tourne mal, ou qui tourne mal, ou il suffit d'une insulte pour faire une procédure d'outrage. Autrement dit, on voit bien que ces indicateurs-là ne sont pas du tout quelque chose qui parle de l'état de la société. Ça parle en réalité de l'état de l'activité des policiers. Autrement dit, si on décide d'intervenir massivement plus, on peut, comme ça, sur une année, sur une petite localité, faire 100, 200 procédures. Ça suffit pour faire des augmentations faramineuses. Bon. Alors il faut quand même dire clairement qu'il y a une manipulation des statistiques de police qui est orchestrée par le pouvoir politique, par l'administration centrale et par les ministres successifs. De la même manière, enfin, il ne faut quand même pas être naïf. On nous explique que depuis 10 ans, la délinquance explose. Encore une fois, c'est le mot, explose. Et tout d'un coup, il suffit qu'un nouveau ministre de l'Intérieur arrive, et dans le mois qui suit, la délinquance baisse. C'est tout de même sidérant, c'est de l'effet thaumaturge. Il étend la main et la délinquance recule. Écoutez, c'est vraiment pas sérieux. Mais on voit aussi le paradoxe à travers cet exemple. C'est-à-dire qu'on va convoquer par exemple les gendarmes de, je ne sais plus, au hasard, mais enfin c'est beaucoup des zones rurales, donc mettons l'Ardèche, etc., la Creuse, et on va les convoquer en disant vous avez les augmentations les plus fortes, ça va pas chez vous. Mais si on suit tout ce que je viens de dire, on peut comprendre que la réalité c'est l'inverse. Si ça a le plus augmenté là-bas, c'est qu'ils ont beaucoup plus travaillé, qu'en réalité c'est pas les 5 plus mauvais, c'est les 5 meilleurs. Autour de la notion floue de bande organisée, la loi Perben II, censée s'attaquer aux mafias, laisse les pleins pouvoirs à la police et au ministre de l'Intérieur. Du crime le plus grave au tag de la boîte aux lettres, les traitements d'une quinzaine d'infractions bénéficient alors d'extensions inconnues jusque-là des pouvoirs d'investigation policière. Garde à vue de 4 jours, perquisition de nuit en l'absence des suspects, infiltration, mise sous écoute. Elle poursuit ensuite la chasse aux procédures dévoreuses de temps et donc d'argent. Éviter l'audience publique semble être la priorité. Le procureur ou ses délégués, soumis au garde des Sceaux, prennent la place des juges. L'introduction du plaidé coupable à la française en est un bel exemple. Les médias ont traité le thème de l'insécurité en se focalisant principalement sur les violences en banlieue et en dressant une image dramatisante du jeune issu de l'immigration. Ce discours de la peur n'est pas sans rappeler celui qui visait à discriminer les communards, les ouvriers, les blousons noirs ou les colonisés en les comparant à des hérétiques, voire parfois même à des animaux. Animaliser, donc rejeter hors de l'humanité, mais c'est aussi dénier toute capacité politique à ces personnes-là. Et sur les jeunes de banlieue, ce discours est extrêmement répandu, et pas seulement à droite. Souvent, il y a un regard très misérabiliste sur ces jeunes de banlieue qui ne sont pas capables de se mobiliser, qui s'intéressent qu'aux marques, en déniant tout ce qu'il peut y avoir de politique et de contestation ou même seulement de résistance par rapport à la domination qu'ils subissent. Combien de gens dans les quartiers ont pété les plombs? Des gens qu'on connaît, avec qui on a grandi, du jour au lendemain, on les voit. Ils se mettent à parler tout seuls, machin, tu te dis... Et ça, c'est quoi? C'est pas la violence de la vie, de la vie en société, des trucs qui se passent? Combien de jeunes ont été internés en psychiatrie? Combien? Et de ça, on n'en parle pas. Et pourtant, ça, c'est de la pure violence. Tu vois, combien de gens ont fait des tentatives de suicide? Tu vois, et ben ça, ce côté-là, on n'en parle pas. Tu vois, oui, dans les quartiers, les gens, c'est des durs, des voleurs, des machins. Mais concrètement, quand tu regardes la réalité, t'as de la souffrance, t'as de la misère, comme partout ailleurs dans la société. Sauf que là, il est plus facile de parler de ça, parce que, encore une fois, dans certains endroits, il n'y a pas de force qui peut contrebalancer ce genre de discours.
Ces mesures répressives légitimées par ce discours touchent également tous les pauvres, pudiquement appelés précaires, mais aussi toutes les personnes hors normes ou qui ne correspondent pas à la culture dominante, comme par exemple la communauté rome, persécutée depuis des décennies, ainsi que les militants défendant les droits de ces personnes. Si la révolte des quartiers de fin 2005 explose suite à une bavure policière, sa durée et son intensité montrent néanmoins qu'il s'agit d'une réaction bel et bien politique. Ces émeutes suivent une période incandescente pendant laquelle se sont succédés discours provocateurs des politiques et pressions policières. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il y a dans ce pays une police trop nombreuse, qui a trop de droits et qui joue un rôle disproportionné. Malheureusement, il y a également dans ce pays des citoyens qui sont ravis d'avoir une police nombreuse parce qu'ils ont le sentiment d'être protégés et quand il n'y a pas grand-chose à défendre, et surtout quand il n'y a pas grand-chose à défendre, parce que ceux qui ont des choses à défendre sont protégés autrement, sont protégés par des blindages ou par des banques, et qu'il y a eu une enquête dans Le Monde il y a quelques années qui était intéressante, et qui démontrait que plus on s'éloignait des lieux dits sensibles, plus la demande sécuritaire était forte. Donc on fout la trouille. C'est le fameux truc de Roger Gicquel il y a 25 ans à la télévision, qui arrive un soir au journal de 20h et qui dit « La France a peur ». Donc quand on dit aux Français que la France a peur, les Français ont peur. Donc quand on a peur, on a besoin d'être défendu. Alors c'est un inconvénient, le policier, mais c'est un inconvénient moindre par rapport à la peur qu'on vous communique tous les jours. Alors qu'un des grands slogans de mai 68, c'était une très belle affiche, avait c'était en quelques mots, chasser le flic de votre tête. Parce que tout le monde est un peu flic à un certain moment. TF1 20h avec Roger Gicquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Est-ce qu'une police d'ordre assurera la sécurité? Ou est-ce que la sécurité est fongible dans l'ordre? Alors, à vrai dire, le souci n'est pas d'assurer la sécurité, c'est-à-dire de diminuer les vols et les petites agressions, etc. Le souci est de rassurer les préoccupés de la sécurité. De les rassurer. C'est-à-dire de les détourner de voter Front National aux prochaines échéances législatives. Et on se dit qu'en montrant qu'on est très soucieux, que l'État est très soucieux de l'ordre, on les fera rentrer dans le giron des forces politiques de l'arc constitutionnel. Alors, est-ce que ce pari sera gagné? Alors ça, c'est quelque chose auquel il est difficile de répondre. On n'améliore pas la sécurité des gens qui ont peur. Et ils ont peur pour de bonnes raisons. Parce qu'ils sont soumis à un risque de victimation important. Et ceux-là, ils ont toujours aussi peur, et parce que leur sécurité n'est pas mieux assurée. Évidemment, les insécures vieilles méthodes, les xénophobes, punitifs, etc., vont être ravis. Donc, dans un premier temps, ils vont se déclarer rassurés. Le risque, c'est qu'ils peuvent à plus long terme s'avérer insatiables, parce que on peut les persuader que l'État aime l'ordre, mais on ne peut pas leur garantir que la société ne va pas changer. Or, leur préoccupation pour la délinquance est sur fond de peur du changement. Ils ont raison d'ailleurs. Il y a de bonnes chances de penser que c'est des fragments de société mal armés devant la sorte de changement que nous affrontons. Ce qui fait que leur demande risque d'être insatiable. Quant aux nouveaux préoccupés par l'insécurité, ceux qui ne sont pas particulièrement xénophobes, pas particulièrement punitifs, mais qui trouvent que la sécurité est mal gérée, et que c'est un problème de société, ben, eux, ils risquent, on ne sait pas, mais ils risquent à terme de dire que l'ordre c'est très bien, mais que la sécurité c'est pas que ça.
Autrement dit, que l'État se regarde le nombril, mais que les citoyens n'ont pas que les problèmes de l'ordre public. LSQ, LSI, loi Perben, loi sur la prévention de la délinquance. Des modifications profondes du système pénal se sont enchaînées ces dernières années. À chaque échéance électorale, les hommes politiques hésitent rarement à dramatiser la violence. Il faut faire peur pour détourner l'attention, faire peur pour légitimer un ordre libéral, faire peur pour stigmatiser les comportements hors normes. Comme Michel Benasséag, on peut se poser la question de savoir si l'objet des récents textes sécuritaires ne serait pas de séparer les populations utiles, électeurs et salariés, des populations dites inutiles, chômeurs, délinquants, immigrés. Il ne reste plus alors qu'à placer ces indésirables dans ces prisons toujours plus nombreuses, car, comme le disait Foucault, l'enfermement reste toujours la solution ultime du pouvoir pour exclure une certaine frange de la société.